Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on entame une véritable investigation sur un sujet, disons-le, très lourd et hyper complexe, la manipulation psychologique et les dynamiques toxiques. L'idée de cette analyse, ce n'est vraiment pas de pointer du doigt ou de chercher des coupables, pas du tout. C'est plutôt une déconstruction clinique hyper modeste et pleine d'empathie. On va décortiquer, étape par étape, comment une personne devient une cible idéale, comment le piège se referme et surtout, ce qui se passe quand l'esprit commence littéralement à se retourner contre lui-même. Ok, plongeons directement là-dedans, parce que voici le grand mystère de notre enquête. Est-ce que tout ça vient d'une faille, d'un défaut fondamental chez l'individu ciblé, ou est-ce qu'on parle d'une distorsion complètement calculée de la pensée, implantée au compte-gouttes? Eh bien, nos sources sont formelles, il n'y a absolument aucun échec personnel ici. C'est un véritable labyrinthe psychologique, construit sur mesure. Et c'est exactement cette architecture toxique qu'on va démonter ensemble. Alors, voici notre feuille de route pour ce décryptage. D'abord, on va voir comment abandonner le langage du blâme. Ensuite, on se demandera pourquoi certaines personnes sont choisies. On ouvrira carrément le manuel de manipulation narcissique avant de regarder les mécanismes de survie qui, paradoxalement, détruisent à petit feu. Et on finira par le fameux piège de l'auto-sabotage. Allez, c'est parti. Première étape, et c'est fondamental, l'abandon du langage du blâme. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut prendre un peu de hauteur. En observant l'individu ciblé avec un regard totalement analytique et distancié, on arrive enfin à y voir clair à travers tout ce brouillard émotionnel. C'est un changement de paradigme total. L'ancienne approche, c'est cette autoflagellation permanente, se répéter en boucle « mais quel est mon problème ?» ou « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il faut complètement abandonner cette douleur. Terminé. La nouvelle approche, c'est l'analyse psychologique pure et dure. On cartographie les vulnérabilités de la personne ciblée sans aucun jugement, juste pour comprendre scientifiquement quelles portes ont été forcées par le manipulateur. Ce qui nous amène à la deuxième phase, et c'est souvent la plus dure à avaler. Pourquoi certains individus spécifiques sont-ils choisis? Qu'est-ce qui les met exactement dans le radar de cette dynamique toxique? Eh bien, l'environnement psychologique parfait pour ça repose sur quelques éléments de base. Ça commence souvent par des blessures d'enfance bien ancrées. Ça crée des failles, une peur panique de l'abandon, un sentiment d'injustice qui ne passe pas. Si on ajoute à ça une faible estime de soi et une envie de fuir le conflit à tout prix, la table est dressée. Attention, ce ne sont pas des défauts, ce sont juste les points d'entrée initiaux. Ça crée des schémas que les manipulateurs détectent instantanément comme des invitations à entrer. Et cela illustre brillamment l'un des aspects les plus tragiques de notre sujet. C'est le paradoxe absolu. Les qualités qui font de l'individu ciblé quelqu'un de génial, comme son empathie immense ou sa capacité à faire confiance aveuglément, ce sont exactement ces traits qui sont confisqués et retournés contre lui. Les plus belles qualités humaines deviennent de véritables armes de destruction. C'est pour ça qu'on retrouve très souvent le profil de la personne hautement sensible parmi les cibles de choix. Soyons clairs, être hautement sensible, c'est tout sauf une faiblesse. C'est littéralement un système nerveux qui traite tout plus en profondeur. C'est une force énorme. Sauf que, dans cette dynamique toxique, cette même profondeur crée une énorme susceptibilité émotionnelle. Et ça, pour un esprit contrôlant, c'est du pain béni. Le manipulateur va donc pister des comportements très précis. La tendance à s'isoler, la suranalyse constante de chaque petit mot, la terreur du rejet et cet impact émotionnel fulgurant. Même cette capacité incroyable qu'a la cible à remarquer les moindres détails, c'est utilisé contre elle pour la convaincre qu'elle surréagit ou qu'elle perd complètement la tête. Bon, maintenant que le profil de la cible est clair, on passe à la section 3. On ouvre le manuel d'instruction du manipulateur. C'est là qu'on découvre leur véritable modus operandi. Rien n'est laissé au hasard. C'est un plan en 3 étapes redoutablement efficace. Étape 1, repérer un tout petit défaut réel chez l'autre et l'amplifier de manière grotesque. Étape 2, la plus insidieuse, on prend les forces de la cible et on les inverse. L'empathie devient de la naïveté pure, la gentillesse devient de la bêtise. Et quand il n'y a plus rien à presser, étape 3, on invente de nouveaux défauts à partir de rien. Ce rythme infernal empêche l'individu ciblé de respirer, le maintenant dans une confusion et une autodéfense permanente. Ce qui nous amène à l'étape numéro 4, une sorte d'analyse de la scène de crime émotionnelle. Parce qu'évidemment, face à ces attaques, comment l'individu ciblé réagit-il? Par simple instinct de survie, il va, sans le vouloir, alimenter la machine qui l'écrase. Des mécanismes de défense s'activent et ils font des dégâts collatéraux. La personne va se murer dans le secret, cacher la réalité à ses proches. Devant tout le monde, elle va faire comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, ce qui, de fait, bloque toute aide extérieure. Et le comble, elle peut même développer une peur panique du succès, de peur que briller ne déclenche la fureur ou la jalousie du manipulateur. À force d'encasser, on en arrive à ce concept clinique assez lourd, l'impuissance apprise. C'est le moment exact où l'esprit dépose les armes.
Constamment sous le feu, l'individu se convainc au plus profond de lui-même que lutter ne sert absolument à rien. Subir ne devient plus un choix, c'est perçu comme la seule et unique manière de survivre à la situation. Donc, le point crucial est parfaitement résumé ici. Il faut bien réaliser ceci. Quand il n'y a pas de conséquences et que le silence garantit l'absence de responsabilité, le mauvais comportement ne s'arrête pas, il se multiplie. Ce constat est glaçant, non ? Ce silence, l'individu ciblé s'en sert pour se protéger sur le moment. Mais au final, c'est le terreau parfait qui permet à l'abus de grimper en flèche. Et on arrive à notre dernière partie, la plus douloureuse. Que se passe-t-il après des mois ou des années de ce régime ? Eh bien, le monstre qui était à l'extérieur finit par emménager à l'intérieur. C'est le piège infernal de l'auto-sabotage. Le drame, c'est que même si le manipulateur fait ses valises et part, la guerre continue. Le subconscient de l'individu ciblé a fait l'éponge pendant tout ce temps. Il a bu toutes ses critiques. Et le résultat ? L'esprit lui-même prend le relais et commence à torpiller son propre bonheur. Il reproduit le cycle tout seul pour rester dans cette fameuse zone de confort, même si elle est complètement empoisonnée. La voix toxique n'est plus à l'extérieur, elle résonne de l'intérieur. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est de voir à quel point les symptômes d'aujourd'hui sont connectés à la manipulation d'hier. Tout faire capoter juste avant de réussir, subir un critique intérieur d'une violence inouïe, patauger dans la procrastination et se sentir perpétuellement comme un imposteur, ce sont les preuves cliniques d'un esprit en guerre contre lui-même. C'est l'écho parfait, la réplique exacte des étapes du manuel de manipulation qu'on a vu juste avant. Alors, après avoir démonté toute cette horlogerie macabre de la faille initiale jusqu'au sabotage de soi, on comprend bien que la solution, ce n'est pas de chercher des coupables, mais de tout rebâtir. Ce qui soulève cette ultime question essentielle pour avancer. Comment l'individu ciblé peut-il reconstruire cette confiance en miettes ? Comment faire taire ce critique intérieur toxique et transformer cet esprit, devenu temporairement un ennemi redoutable, en son allié le plus puissant ? C'est ça, le vrai défi de la guérison. C'est une question qui invite au travail sur soi et surtout qui laisse l'espoir immense d'une reconstruction totale.